Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre premier épisode de notre podcast sur la fiscalité en Israël. Alors aujourd'hui, je suis avec mon associé Nathaniel Drey. Bonjour Nathaniel. Bonjour à tous. Alors Nathaniel, nous allons commencer par le commencement. Avant de devenir résident fiscal israélien, il faut faire sa Aliyah. Tout à fait, c'est une bonne chose pour devenir résident fiscal. Toutefois, sans même rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on peut tout à fait être résident fiscal israélien sans même être citoyen fiscal israélien. On en parle souvent, la résidence fiscale n'est pas liée à la citoyenneté. Et aussi, si je peux me permettre de rajouter, on peut penser des fois être résident fiscal israélien alors qu'on est toujours résident fiscal français. Tout à fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la nationalité, par exemple, dans les années bancaires, on appelle ça la alia bancaire, les années entre 2012 et 2015. C'était des années où il y a beaucoup de personnes qui ont pris la nationalité israélienne parce qu'ils avaient, soyons clairs, des comptes en banque avec de l'argent qui n'était pas forcément déclaré en Israël. Sur les recommandations de des avocats de l'époque, beaucoup de personnes ont pris la nationalité israélienne et ont en fait enclenché le process des 10 ans malgré eux. Mais je pense qu'on va un peu trop vite quand même. On va essayer de quand même embrouiller un peu tout le monde. On va commencer par la Aliyah. Alors quand on dit une Aliyah, nous on aime bien dire une Aliyah, c'est une vraie Aliyah. C'est pas obtenir une carte d'identité et après dire j'ai fait mon Aliyah mais je suis toujours français. Une Aliyah, c'est j'ai décidé avec ma femme et mes enfants de quitter la France, de venir en Israël. J'ai déjà trouvé l'école des enfants parce que c'est un sujet qui revient à chaque fois. J'ai trouvé l'appartement et je viens en Israël et je vais résider en Israël. Tout à fait, c'est le process classique. Il y a la partie de recherche du bien, il y a la partie où on vient visiter dans quel quartier on a envie d'être, dans quelle école on va mettre les enfants. Une fois qu'on a fait ces choix qui sont les choix les plus importants, eh bien, on va pouvoir ensuite faire les démarches auprès de l'agence juive et devenir citoyen israélien et déménager pour venir s'installer en Israël. Et d'ailleurs, ces dernières années, la citoyenneté, c'est devenu encore plus qu'un résident. Donc en fait, lorsqu'on fait une Aliyah aujourd'hui, on est limite obligé de venir vraiment en Israël, parce que sinon, dans quelques années... Si tu parles des nouveaux critères, effectivement, du Misrad Apnim, du ministère de l'Intérieur, ils sont devenus vraiment, vraiment compliqués. C'est toi qui en parlais, j'ai vu une de tes interventions où tu en parlais, c'est l'histoire d'un Norvégien. Exactement, c'est un Norvégien qui a voulu faire sa Aliyah, mais pour ses comptes en banque. Et il a dit clairement, suite à ça... Ils n'ont pas accepté de... Parce que je vais ouvrir une petite parenthèse qui est très importante, les gens ne savent pas. Chacun pense qu'une personne de confession juive peut venir en Israël et peut faire son Aliyah. Ouais. Ça se passait à l'époque facilement. L'agence juive fermait les yeux, elle avait plein de dossiers, elle faisait monter les gens. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ça veut dire une personne de confession juive a le droit de venir, mais lorsqu'on ouvre la loi de citoyenneté, il faut almenat leishtaken, ce qui veut dire afin d'y résider. Mais c'est vrai que les personnes ont gardé la première partie de la phrase et ont fermé les yeux sur la deuxième partie. Et donc aujourd'hui, En plus, quand on sait que l'agence juive elle est débordée, qu'elle a énormément de dossiers, et puis il faut pas se mentir, avec la situation géopolitique actuelle. Pour quelqu'un qui habite ici depuis 2002, on est en sécurité en Israël. Et il y a eu les attentats à Zurich, il y a eu les attentats c'était aux États-Unis, je sais plus, à San Diego. Il y a plein de personnes qui veulent, par l'insécurité, venir habiter et résider en Israël. Bon, mais c'est quand même une période là en ce moment où on va te dire, il y a eu le 7 octobre. Oui, mais d'un autre côté, une personne moi je vois pas trop d'avenir personnellement pour le public juif large en dehors d'Israël. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à venir habiter en Israël. On parle de la plus grosse vague d'Aliyah. C'est incroyable. Malgré la situation avec la guerre, avec le Hamas, avec le Hezbollah, tout ce qu'on peut attendre de nos ennemis, eh bien, c'est quand même la période la plus solidaire et c'est la période où on parle de la plus grosse Aliyah. Et effectivement, nous, on a une consultation sur 2 aujourd'hui quasiment. C'est une personne qui vient, qui nous pose des questions parce qu'ils habitent en France, parce qu'ils veulent venir habiter en Israël, ils connaissent pas le système fiscal israélien. Est-ce que tu penses que les nouvelles réformes fiscales, ils sont aussi un petit peu pour... Les nouvelles réformes fiscales, d'abord, elles font peur parce qu'aujourd'hui, alors faut bien comprendre, faut faire un pas en arrière. La situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'une personne qui fait sa Aliyah, pendant 10 ans, Israël, ils n'ont rien à savoir sur cette personne, sur ses actifs à l'étranger, sur ses revenus à l'étranger. Alors après, évidemment, il faut définir ce qui est revenu à l'étranger. Ça, on va rentrer dans le détail un peu après. Mais
on va dire que la loi actuelle, c'est qu'Israël, ils sont complètement aveugles pendant 10 ans. Ce qui est complètement contraire aujourd'hui à l'OCDE, la transparence fiscale, l'échange d'informations. Ce qui est dingue parce que l'OCDE, ils préconisent une transparence fiscale mondiale. Ils veulent que les pays échangent plus d'informations entre eux. Ils ont mis en place l'échange d'informations bancaires automatique. Vous dites ça à quelqu'un des années 2000, vous lui dites qu'Israël, ils vont donner des infos. C'était les banquiers israéliens qui allaient chercher les valises dans le sentier, quand on le connaît, l'histoire. Et là, quand tu dis automatique, c'est pas le banquier qui va envoyer l'info à l'administration fiscale, ça se fait automatiquement. Ah non, mais il n'y a pas le choix, c'est fait automatiquement. Entre le 8 mai, le 8 mai, on relève les compteurs, comme on dit, et on envoie toutes les informations, d'abord à l'administration fiscale israélienne dans un premier temps, pour qu'elle ait un droit de regard sur éventuellement les éléments possédés par des clients non résidents israéliens, et ensuite c'est transféré automatiquement à l'administration fiscale étrangère. D'où le terme échange d'informations automatique. Ouais. Et les séquestres, tout le monde y est passé. Et les séquestres, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... Enfin, on le sait, dans le monde bancaire aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de protection. On peut mettre en place un trust pour rajouter une couche supplémentaire. Mais le bénéficiaire est transféré aussi. Mais le bénéficiaire est transféré également, alors à moins que le bénéficiaire soit israélien, etc. Mais bon, ça, voilà. On rentre dans d'autres résolutions. Mais en tout cas, la nouvelle loi telle qu'Israël souhaite la faire, je reviens à ça, c'est vrai que cette nouvelle loi, si elle passe, elle va changer considérablement le paysage israélien. C'est que c'est quoi cette nouvelle loi? En fait, on l'a même pas dit, on est rentré. Oui, on va juste le rappeler, mais en fait, cette nouvelle loi, elle va obliger les personnes qui seront dans leurs 10 ans d'Aliyah à déclarer tous les ans l'ensemble de leurs revenus, même les revenus qui sont perçus à l'étranger. T'as bien dit déclarer. Déclarer. Pas forcément. Ils ne seront pas imposés. C'est-à-dire l'exonération d'impôts reste toujours en place. Tout à fait. L'exonération fiscale pendant les 10 premières années va rester en place. En tout cas, dans le projet de loi, c'est comme ça que c'est inscrit. Mais les personnes aujourd'hui devront déclarer tous les ans, dans la section des revenus exonérés, il y aura une annexe à rendre à la déclaration fiscale annuelle. Il y aura une annexe et dans cette annexe, on va devoir détailler l'intégralité des revenus. Alors, dans les revenus étrangers, on va avoir les revenus classiques, la retraite pour Monsieur Cohen qui vient s'installer, il a 70 ans, il vient faire sa alia et rejoindre sa petite fille. On aura le revenu de Monsieur Benamou, le revenu foncier de France parce qu'il a sa SCI. Mais on aura aussi les revenus un petit peu plus exotiques où on va retrouver les dividendes de Chypre, les dividendes de Hong Kong, les dividendes de Dubaï et toutes les sources de revenus qui aujourd'hui permettront en fait au fisc de mettre le nez dedans. En fait, moi je te pose la question différemment. Si aujourd'hui le fisc israélien reçoit une déclaration d'une personne qui a fait sa alia il y a 2 ans, cette personne, il faut que tu saches que le fisc israélien a accès en temps réel aux entrées et sorties du territoire connectées avec le Misrad Apnim. Donc moi je te pose la question, si cette personne-là, le fisc israélien reçoit des dividendes d'une valeur, j'ai une bêtise, de 20 000 euros par mois, d'une personne qui a fait ses alia il y a 2 ans et qui passe 320 jours par an en Israël. Donc elle va essayer de tout faire pour requalifier ces revenus-là comme des revenus qui ont été générés d'Israël. Bon, j'ai compris où tu veux en venir. Voilà. Mais par contre, je rebondis sur quelque chose. Tu me dis il y a 2 ans. Donc c'est-à-dire que c'est une loi qui peut être également rétroactive? En général, aucune loi en Israël n'est rétroactive, sauf si jamais elle est à l'avantage du contribuable. Là, c'est pas vraiment à l'avantage. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent de faire rapidement l'ALIA. Pour ceux qui veulent faire l'ALIA, parce que c'est pas pour ceux qui veulent faire l'ALIA, oui, évidemment. Ceux qui veulent rester en France et puis bon courage. Ceux qui envisagent vraiment, concrètement, de faire une ALIA, c'est le moment. Ceux qui envisagent de faire l'ALIA, si vous la faites après que cette loi elle soit adoptée et qu'elle soit votée, eh bien effectivement, vous allez devoir vous soumettre à ce process de déclaration volontaire. Alors oui, on a vu passer sur notre vidéo des commentaires type ça va rien changer, cette loi, l'imposition elle va pas changer, l'exonération elle reste en place. C'est vrai, mais d'un autre côté, on passe d'une situation où il y a aucune information qui est transmise ou qui doit être transmise à l'administration fiscale israélienne, à une situation où à chaque fois que vous allez recevoir un revenu à l'étranger, ça va être le contribuable qui va devoir prouver à l'administration fiscale israélienne que ce revenu il provient bien de l'étranger. Ok, donc ça veut dire qu'en fait la balle elle va être dans le camp des impôts, ça sera à nous de justifier que le client. Donc en fait les impôts ils vont juste essayer de piocher les clients intéressants et essayer de tout faire pour requalifier leurs revenus. Donc si je peux me résumer, cette loi qui encourageait les gens à faire la Aliyah, qui s'appelait Chok Le'idoud Aliyah, s'est pliée devant les nouvelles réformes de l'OCDE. En fait, c'est le résumé. Tu as très bien résumé. Ok. Donc, on a parlé de la Aliyah. Donc,
quelles sont les procédures alors? C'est quoi les démarches incontournables? C'est-à-dire les étapes. La démarche incontournable, la première chose à faire, c'est d'abord de se déconnecter fiscalement du pays d'où vous venez. On va prendre la France par exemple, comme exemple, parce que c'est beaucoup plus simple. Puisque vous venez de France, première étape, il faut faire une étude préalable à votre dossier d'exit tax. C'est pas tout le monde qui est concerné par le process d'exit tax. Qu'est-ce que l'exit tax déjà? L'exit tax, pour ceux qui connaissent pas, c'est un process, c'est une imposition à la sortie lorsqu'une personne quitte la résidence fiscale d'un pays. Ça existe en France, ça existe en Israël, ça existe en plein de pays. Quitte l'Union européenne. Quitte l'Union européenne pour l'exemple de la France. Elle est normalement, elle peut être imposée sur certaines plus-values latentes. Ça veut dire que si elle a des entreprises qui ont une cotation, une valorisation, une plus-value latente, eh bien cette plus-value, si la France ne taxe pas au moment de la sortie, c'est fort probable que la France ne puisse jamais recevoir d'impôt sur cette plus-value parce que ce serait taxé normalement sur le pays de résidence. Donc dans certains cas, il faut faire une étude pour vérifier si vous êtes oui ou non concerné par l'exit tax. C'est le premier conseil. Et il y a des optimisations là-dessus, je suppose. Il y a plusieurs optimisations à mettre en place. Moi, ce que je sais dans l'exit tax, c'est qu'il faut détenir aussi certaines parts d'une société, il faut avoir minimum par exemple 50% ou un certain patrimoine. Donc je suppose qu'il y a des optimisations, des donations du vivant, des répartitions de parts. Bon, il faut consulter déjà concernant les exit tax pour savoir est-ce qu'on sera taxé sur notre exit ou non. Exactement, c'est pas tout le monde qui est concerné par l'exit tax, mais première étape, c'est fait. Ça c'est avant tout, ça veut dire avant tout, avant de venir. Bien sûr, avant de rentrer dans une pièce, il faut quitter la pièce précédente. Et donc, il faut quitter correctement. Donc, ensuite, quand on arrive en Israël, de ne pas rentrer dans la pièce sans avoir quitté l'autre, c'est vraiment super important. Et ça, on le voit sans arrêt. Je pense que ça fait des années qu'on a vu des Alia qui n'étaient pas Alia quand la personne pensait qu'elle était là, alors qu'elle s'était pas déconnectée fiscalement de France, qu'elle ne voulait pas passer à la caisse, et elle reste en fait avec ce fardeau comme ça en elle. Alors il y a un autre problème pour les personnes qui nous écoutent et qui sont déjà en Israël et qui ne se sont pas déconnectées de France. Sachez que tant que vous allez continuer à vous déclarer en France comme étant résident fiscal français, eh bien il y a un problème, c'est qu'en France, il y a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un appartement ou de plusieurs appartements en Israël, eh bien, tant que vous continuez à vous déclarer en France comme étant résident fiscal français, vous devez vous acquitter de l'IFI sur votre patrimoine, même à l'étranger. Alors qu'une personne qui quitte la France n'est plus soumise à l'IFI que sur le patrimoine français. Que sur les biens du territoire français. Mais toi, tu vas jusqu'à l'IFI, Nathaniel, mais moi, je vais aller même moins que l'IFI. Une personne qui a quitté la France, mais qui n'a pas vraiment quitté fiscalement la France, elle est obligée de déclarer les comptes qu'elle a en Israël. Aussi. Donc, ça veut dire une simple déclaration. Ça veut dire la personne fait son alia, commence à avoir un compte en banque, travaille, génère de l'argent, ne déclare rien à la France pensant qu'elle est résidente fiscale israélienne. Mais en fait, par rapport à la France, elle avait une obligation de déclaration. Et aujourd'hui, on sait depuis l'échange d'informations à quel point cette obligation de déclaration est importante. Très importante. Il y a d'abord une pénalité de 1 500 € automatique qui s'applique pour chaque oubli dans la déclaration. Sans parler de provenance. Et puis après, il y a la provenance des fonds, il y a l'origine, il y a les échanges. Autre chose aussi qui est important de bien se déconnecter en France, c'est qu'en fait, si par exemple vous êtes actionnaire dans une SAS et que vous allez vous distribuer du dividende, eh bien, en tant que résident fiscal français, vous payez ce qu'on appelle la flat tax, c'est à hauteur de 30%. En tant que non-résident, si vous faites un process de déconnexion en France, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un prélèvement à la source en France de 12,8, alors qu'en Israël, vous ne devez pas compléter d'impôt, par exemple, sur cette source. Donc, au lieu de payer 30% bêtement en France parce que vous ne voulez pas vous déconnecter, d'abord déconnectez-vous et ensuite, par exemple, distribuez-vous du dividende. Et certains avocats qui t'entendent là maintenant, Nathaniel, vont te dire « Mais dans la convention, il y a marqué 15%, pourquoi tu me parles de 12,8 ?» Parce que c'est une bonne remarque, parce qu'en fait, dans chaque application de fiscalité internationale, on regarde toujours ce que dit la convention, mais on regarde également le droit interne. Et si le droit interne il est plus favorable, à ce moment-là, on applique le droit interne. Le droit français, c'est 12,8 de prélèvement, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, et ensuite, on a 17,2 de CSG-CRDS, et la CSG-CRDS ne s'applique plus pour un non-résident. Donc c'est là des premiers conseils, voilà, vous pouvez déjà gagner 17,2% sur vos dividendes. C'est gratuit, c'est comme ça. Et sans même parler d'optimisation en Israël. Là, tu parles, je sais. L'optimisation, là, l'épisode, il dépasse, il va faire 3 heures si on en parle. Là, on va pas en parler tout de suite, mais déjà, ça veut dire, là, tu me dis. Mais tu me donnes une idée pour le prochain épisode. mais pour une personne, on va résumer ce que tu dis. Avant tout, il faut se déconnecter fiscalement. Il faut vérifier est-ce qu'on est assujetti à l'exit tax, oui ou non, comment l'optimiser. Mais déjà, un exemple tout simple que tu as donné, une personne qui avait l'habitude de distribuer 30% de dividendes,
qui était imposée à 30% sur ce dividende, aujourd'hui, elle sera imposée à 12,8 en tant que résident étranger. Exactement. Et en Israël, elle devra compléter les 17,2. Non, en Israël, elle ne complétera pas pendant les 10 premières années. Évidemment, et je pense que ça fera vraiment l'objet d'un autre épisode, évidemment, c'est à condition que le travail n'ait pas été fourni depuis Israël. Mais enfin, prenons un exemple classique. Une personne qui quitte la France était donc résidente fiscale en France jusqu'au jour du départ. Elle n'a donc pas pu produire de travail encore en Israël. Donc effectivement, une personne, avant de faire l'ALIA, juste avant, d'abord, elle se déconnecte fiscalement de France et seulement ensuite, elle va se distribuer le dividende avec toutes les réserves qu'elle a accumulées pendant plusieurs années. Donc cette déconnexion fiscale, lorsqu'on parle de déconnexion, ça fait un peu peur, mais en fait, on informe le fisc qu'on n'est plus résident français, on passe dans l'ensemble des non-résidents. Il y a un process technique assez, entre guillemets, simple à mettre en place. On le fait, nous, au cabinet, avec les prestataires qu'on a en France. Mais bon, on n'est pas obligé de les appeler. Hein. Vous pouvez le faire après, peut-être pour les sujets d'exit tax. Oui, ça mérite quand même une petite consulte pour vérifier. Mais franchement, c'est important, faut le faire. Et il y a plein de personnes qui pensent que elles habitent en Israël. J'ai encore fait une consultation tout à l'heure avec un couple. Ils sont là 25 jours par mois, d'accord ? Ils voyagent une semaine par mois en France. Ils sont là, les enfants sont là, les enfants sont à l'école. Eux, ils ont une résidence principale, ils ont tout en Israël et ils continuent à se déclarer comme résidents fiscaux français. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, parce qu'ils ont peur de ce que la France va penser s'ils s'arrêtent d'un coup de payer des impôts en France. Oui, mais enfin, vous n'êtes plus en France. Et vous travaillez depuis Israël. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de payer des impôts en France et les payer en Israël. Et ça, c'est aussi ce que j'entends tout le temps, les personnes qui ont peur aussi de se déconnecter fiscalement en disant « Oh là là, ça va réveiller des choses avec Israël, etc. » Ce que les personnes oublient, c'est qu'il y a plus de contrôle chez les résidents que chez les non-résidents. Tout à fait. Donc ça veut dire cette peur-là, cette phobie de ne plus être résident, la France, elle a plus intérêt à contrôler un résident fiscal que quelqu'un qui est plus résident et va le chercher dans son pays, quoi. Complètement. Et puis, en règle générale, il faut bien comprendre que la France et Israël sont tous les deux co-signataires sur l'OCDE. Ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie. La France, ils ont beau vouloir garder 100% le monopole de la fiscalité. Une personne qui habite en Israël, qui va travailler depuis Israël, on fera sûrement un épisode là-dessus, elle doit payer ses impôts en Israël, au moins sur la quote-part de la valeur ajoutée qu'elle crée en Israël. Donc ok, on s'est déconnecté fiscalement, on arrive en Israël, on t'a écouté, on a payé notre exit tax ou pas, on est arrivé en Israël, et est-ce qu'on doit se connecter fiscalement en Israël ? Il n'y a pas de process de connexion, c'est-à-dire que l'acte de connexion fiscale, il se fait lorsque vous allez recevoir la Teudat Olé. Par défaut. Par défaut. Vous devenez résident fiscal par défaut le jour où vous arrivez en Israël. Pareil pour le Bitoire Leumi, vous bénéficiez d'une couverture sociale dès le jour de votre arrivée en Israël. C'est automatique. Il n'y a pas de process, de procédure spécifique à mettre en place. Par contre, la première année, pour les personnes qui sont un petit peu en zigzag, ils ne savent pas si forcément ils vont venir habiter réellement ou pas, il y a un process qui s'appelle la Shnat Istaglut. C'est l'année d'adaptation. Et en fait, c'est parfois intéressant d'utiliser ce process. Dans les 90 jours qui suivent l'installation fiscale, la date d'Aliyah, il faut faire un process vis-à-vis du fisc israélien pour demander une année d'adaptation. Pendant cette année-là, la personne continuera à être considérée comme résidente fiscale étrangère aux yeux du fisc israélien. Bien qu'elle s'est déconnectée fiscalement de France. Bien qu'elle se soit déconnectée fiscalement de France. Et si la personne repart en France ou ailleurs, au terme de la première année, avant la fin du terme de la première année, eh bien cette année-là d'adaptation ne comptera pas plus tard dans son décompte de 10 ans si elle souhaite revenir dans 5 ans, dans 10 ans. Fais-moi un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Monsieur Benamou. Encore le même. Encore lui. Il va pas être content, celui-là. Monsieur Benamou, il est tout seul, il est célibataire, il a une copine en Israël, il a envie de venir habiter à côté d'elle. Il a 35 ans, il est ingénieur en informatique et il peut travailler à distance. Voilà, il n'y a pas de nécessité forcément d'être en présentiel en France. C'est une copine, à distance. Il sait pas si ça va tenir. Oui, il vient, il veut s'installer. Il sait pas s'il va rester là parce qu'il a, par les vacances en août à Tel Aviv, il a jamais vraiment essayé la vie en Israël. Donc il vient s'installer en Israël, mais il va peut-être pas rester. Donc comme on l'a dit. Eh bien, cette personne-là, s'il va de manière volontaire se déclarer au fisc israélien en demandant une année d'adaptation, cette première année est considérée comme une année où il n'est pas résident fiscal israélien, tant bien même il aurait passé dedans 365 jours. D'accord ? L'intérêt de le faire, c'est simplement d'avoir une sécurité supplémentaire. Si la personne reste en Israël, cette année a posteriori compte dans les 10 ans. Ah, ça va compter. On n'annule pas. Voilà, il ne gagne pas 11 ans, il fait 10 ans. S'il repart en France et il décide de revenir dans 2 ans. Eh ben, il peut, à ce moment-là,
recommencer son process de 10 ans dans 2 ans. Mais attention, c'est conditionné au fait d'avoir fait le process volontaire et d'avoir, dans les 90 jours, prévenu le fisc israélien. En fait, c'est pour ça que c'est pas très à la mode. On a quand même l'habitude, Nathaniel, de ce genre de cas. Des Shnat Istaglout, des années d'adaptation, on n'en a pas vu beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, d'abord parce que je pense que les gens ne connaissent pas et j'espère en tout cas que quand les gens font leur alia, c'est pour s'établir de manière permanente. Donc ils ne voient pas forcément l'intérêt de gagner cette année tampon. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est super intéressant parce que on sait que pour bénéficier du Toshaf Roservatik, c'est l'ancien résident de retour, afin qu'il puisse bénéficier encore une fois des 10 ans, il faut qu'il s'exile pendant 10 ans d'Israël. Ouais. Là, tu es en train de me dire que ce type-là, ce monsieur Benamou, il peut partir, il n'a pas été content de sa Shnat Istaglout, il est rentré, il revient 2 ans après, il a trouvé une meilleure copine avec qui il veut vraiment s'installer en Israël. C'est toujours une israélienne, hein, il fait que ça, lui. Hein. Ouais. Et là, il peut encore une fois bénéficier des 10 ans. Mais je suppose qu'il ne peut plus refaire cette Shnat Istaglout. Non, c'est une fois. C'est une fois, et je répète, tu as raison, il peut redémarrer son décompte de 10 ans, même dans 2 ans, mais c'est vraiment conditionné au fait qu'il ait bien le reçu sur le document, sur le process, d'avoir fait la Shnat Istaglout, la demande. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore quand on se connecte? Donc voilà, il y a le principe de bien comprendre qu'il n'y a pas d'acte, à part la Shnat Istaglout, il n'y a pas d'acte volontaire à établir. Le bitoire Leumi, il est attribué automatiquement. Ensuite, il vous reste à choisir votre caisse d'assurance maladie en fonction d'où vous êtes, la Mouchedet, la Clalit, la Maccabi, voilà, pour vous affilier. Et c'est rattaché au bitoire Leumi. Donc, si vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous connecter, ça veut dire qu'il y a un problème au bitoire Leumi. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Et ensuite, bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où il va travailler depuis Israël, qu'il soit salarié, qu'il soit indépendant, qu'il soit freelance, qu'il soit actionnaire dans une société, peu importe, la quote-part du travail qu'il fait en Israël reste imposable en Israël, peu importe d'où la source de revenus provient. Même si son client il est sur la Lune, lui il respire l'air israélien, il doit payer des impôts. C'est marrant ce que tu me dis parce que tu dois le savoir toi aussi. Un appel sur 2, c'est tous mes revenus viennent de l'étranger. Ok, oui, très bien, mais tu es où? C'est pas tes revenus qui viennent de l'étranger, c'est tes clients qui sont à l'étranger. Mais tu es où? Moi, j'ai un call ici, j'ai un bureau. Donc tu travailles physiquement d'Israël. Donc c'est pour ça que c'est très important quand même de préciser le terme d'imposition territoriale. Territorial, c'est ce qui se passe sur le territoire israélien. Physiquement, on est imposé. C'est-à-dire le même travail qu'on fait d'Israël. Si on va une fois par mois à Chypre et on établit ce travail et on revient après en Israël, en fait, on n'est pas imposé. C'est-à-dire le même travail, le fait qu'on soit sur le territoire israélien ou non, peut changer complètement la donne par rapport aux impôts. Tout à fait. Et ça ne se résume pas à un serrage de main à Chypre. Si pour dénicher le client, il a fallu le chercher sur LinkedIn, lui envoyer 300 mails de relance, le convaincre, faire des zooms, des visios, etc. et aller signer le client à Chypre dans un café, on ne peut pas considérer que tout le travail il a été fait à Chypre. Mais comment ils peuvent savoir, Daniel? LinkedIn, truc, ils vérifient. Comment ils peuvent savoir? Déjà, la première chose, c'est oui, ils peuvent vérifier. Ils peuvent demander, ils peuvent prendre les ordinateurs et les téléphones, même si c'est quand même rare. En fait, le problème dans ces cas-là, c'est que la charge de preuve, elle est transférée directement chez le client. C'est-à-dire que les impôts, eux, ils sont connectés aux entrées-sorties du territoire. Alors, à moins que vous soyez... Il y a une jurisprudence qui parle de Bar Refaeli, la mannequin. Elle disait à l'administration fiscale israélienne, quand elle était avec DiCaprio, elle disait, moi, quand je suis en Israël, je fais des vidéos sur Instagram, et quand je suis à New York, je défile sur un podium. Évidemment, pour elle, quand elle est à New York, le travail qu'elle fait, il est plus important que de prendre des photos et les poster sur Instagram, mais ça reste un travail. C'est-à-dire que même dans le cas où elle, son revenu, il est conditionné au défilé, et peut-être même elle était actrice ces années-là, ça suffit pas. Il y a quand même du travail qui est fait en Israël. Alors la position du fisc israélien, c'est d'imposer au prorata du nombre de jours, mais ça, je veux pas trop en dire parce que ça va être un prochain épisode. Il faut prendre le temps. Le célèbre Mifran Hayamim, quoi. Ça veut dire on voit l'examen du nombre de jours. Donc voilà. Donc la résidence fiscale, elle se fait par défaut. On habite en Israël, on a notre centre de vie en Israël, on passe du temps en Israël, on est résident fiscal israélien. Maintenant, la question, donc c'est très important de préciser le nombre de personnes qui disent « je veux être connecté fiscalement en Israël » en oubliant de se déconnecter. Donc avant tout se déconnecter, le connecter, vous serez connecté automatiquement si vous êtes là. Mais la première année, Daniel, souvent on nous demande... La France nous demande une preuve qu'on est résident fiscal israélien, que ce soit la caisse retraite par exemple. Mais en Israël, c'est-à-dire en France, on s'est déconnecté. Et en Israël, on n'a pas encore assez de jours pour leur prouver notre résidence fiscale. Alors, tu as une solution là-dessus parce que hélas, non. Il n'y a pas vraiment de solution directe. Il faut attendre les 6 premiers mois au moins et prouver à l'administration fiscale israélienne qu'on s'est bien installé en fait en Israël pour obtenir un certificat de résidence. Bien que la caisse retraite continue à imposer, mais on va rassurer quand même les retraités que la caisse retraite,
retient à la source. Elle n'impose pas à la source. À partir du moment où on peut leur prouver que l'année en cours, on était vraiment résident fiscal israélien, eh ben, on aura le droit à un remboursement de ces impôts qui ont été injustement. Dernier conseil sur cette partie-là et sur cet épisode, chaque année, là ça suit pas que la Alia, vraiment chaque année après l'Alia, allez demander un certificat de résidence fiscale parce que, vous allez le voir, on va en parler plus tard dans d'autres épisodes, mais il faut pouvoir, le process des 10 ans ne s'applique qu'à une personne qui est résidente fiscale pendant 10 ans. Si une personne s'arrête d'être résident, quitte Israël à un moment donné, eh bien, les 10 ans se terminent. Là, tu inquiètes un peu tout le monde. Je crois qu'on va pas rentrer dans ça. Moi, si je vais donner aussi une petite recommandation, toi, t'as dit du côté israélien, moi, je vais finir sur le côté français. Lorsque vous prenez quelqu'un qui vous accompagne dans votre déconnexion fiscale, et on a eu l'habitude, on vous recommande des fiscalistes qui ont l'habitude de travailler avec Israël. C'est très important parce qu'Israël, c'est le seul pays qui exonère comme ça pendant 10 ans. Donc, il faut vraiment avoir l'habitude, parce que des fois, ils vont parler d'une requalification du centre économique, donc il faut vraiment orientez-vous, on pourra vous recommander en cas de besoin, mais vraiment... Prenez des gens qui ont l'habitude de traiter avec Israël, ouais, c'est un super conseil. C'est super important. Bon, merci Nathaniel en tout cas pour... merci à toi de m'avoir reçu dans cette charmante pièce. On va se recevoir. On va se recevoir souvent, du coup, on est à côté l'un en face de l'autre, c'est génial. J'espère que voilà, vous avez profité de cet épisode. On va recevoir régulièrement des gens, des intervenants. Parfois on le fera nous deux, voilà. Parfois ce sera avec le troisième associé Eliaou. Et puis sinon on fera venir des intervenants, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats, des agents immobiliers, des assureurs. Raphaëli, tu en as parlé. Et Monsieur Benamou. Monsieur DiCaprio, Monsieur Benamou. Voilà, on fera venir pas mal d'intervenants. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, podcast, sur Spotify. Enfin, je sais pas où vous allez écouter ce podcast. Il sera diffusé sur toutes les plateformes. En tout cas, un petit coup de promo à nos réseaux sociaux aussi en même temps. Tant qu'à voilà, faire. Abonnez-vous sur les chaînes aussi, tant que vous y êtes. Il y a Insta, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a LinkedIn. On communique très régulièrement. On apporte beaucoup de contenu à valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Merci pour votre écoute. Merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao.